Bonjour à tous, aujourd'hui hors série spéciale pour la 200e vidéo publiée sur la chaîne et pour le coup on va sortir de notre sujet de prédilection qui est la crypto pour parler de quelque chose qui nous concerne tous, oui, notre argent, notre avenir financier et qu'est-ce que le futur nous réserve, les grandes tendances. On sait que l'inflation a été importante et que notre pouvoir d'achat ne fait que baisser. Allez voir pourquoi, comprendre et quelles sont les prévisions. Avoir un travail, avoir un diplôme, de plus en plus, ce n'est plus une garantie d'avoir des revenus. Et si on va un peu plus tard, la retraite, est-ce qu'on en aura ou pas? On ira voir aussi des prévisions et comme d'habitude, on va s'appuyer sur des données chiffrées, solides et officielles pour avoir les vraies tendances et ce qu'on peut dégager pour se préparer à ce qui nous attend. Et sans vouloir être alarmiste, il va falloir quand même être prêt un minimum pour éviter de passer des moments pas très agréables dans le futur. Et vous allez comprendre pourquoi. On commence tout de suite. Et pour commencer, on va parler d'inflation et des prévisions. Pourquoi tout coûte toujours plus cher? Pourquoi on est toujours de plus en plus à ne pas pouvoir finir les fins de mois? Pourquoi, comme on peut le voir ici, il y a presque un Français sur 4 qui sont à découvert dès le 16e du mois? Et on va commencer par le début. Et ce qui nous amène à parler de l'augmentation de la masse monétaire toujours constante, que ça soit sur la zone euro, donc ici vous avez l'augmentation au cours des ans de l'AM1, donc les actifs monétaires les plus liquides. Vous voyez que c'est même pas linéaire, c'est exponentiel, donc plus on avance dans le temps, plus il y a d'euros en circulation. Et la même chose pour le dollar, avec la même métrique, la M1 issue de la Fed, donc la réserve fédérale américaine, où là on se rend compte que sur cette métrique, 80% des dollars en circulation depuis l'existence du dollar, donc il y a plus de plusieurs siècles, ont été créés au cours des 4-5 dernières années. Et donc on a une augmentation toujours constante et exponentielle depuis quelques années de la masse monétaire en circulation. Et ça, qu'est-ce que ça nous amène? La corrélation entre la masse monétaire et l'inflation. On sait très bien qu'il y a une corrélation importante entre la masse monétaire et l'inflation, tout simplement parce que quand on a une augmentation comme ce qu'on a connu dernièrement, très rapide et très forte de la masse monétaire, donc les euros, les dollars en circulation, il n'y a pas en proportion une augmentation des biens, des services, des actifs que l'on va pouvoir acheter tôt ou tard avec cet argent. Et donc, tout simplement, le prix de ces biens et services et ces actifs va s'ajuster à la nouvelle masse monétaire et donc les prix vont augmenter, c'est l'inflation. D'un côté, on a les banques centrales et les gouvernements qui, d'un coup de baguette magique, peuvent créer des milliards de dettes pour se financer. Et de l'autre, on a les actifs de la vie réelle, les baguettes de pain, les courses au supermarché, l'électricité, les fournisseurs qu'il va falloir payer. Et du coup, la création de toute cette nouvelle masse monétaire va diluer le pouvoir d'achat des euros, des dollars qui existent déjà et les prix vont augmenter. Si on prend l'exemple de la France maintenant, l'inflation, on l'a tous vécu au quotidien, particulièrement dans les années post-crise sanitaire où il y a eu le quoi qu'il en coûte, le fameux, où on a imprimé de l'argent à tour de bras pour soutenir l'économie, ce qui a provoqué une inflation importante qu'on a essayé de contrôler avec des taux d'intérêt qui ont augmenté. Mais dans l'idée, depuis les années 90, sur ce graphique-là, donc sur l'INSEE, on voit que les dépenses courantes n'ont cessé d'augmenter et des dépenses en plus qu'on est obligé de faire, l'alimentation, l'énergie, si on a envie de bouffer un petit peu, de se chauffer, d'avoir la lumière le soir quand on va regarder la télé ou avoir une petite loupiote pour lire, il faut de l'énergie. Le coût des services a très fortement augmenté aussi, mais si l'on regarde, c'est surtout les dépenses auxquelles on est obligé de faire face, alimentation, énergie, qui ont beaucoup augmenté, et de plus de 2% par an, parce qu'on va aller voir les chiffres après. On se rend compte que depuis 90, on a fait un x3 sur l'énergie, l'alimentation, on a augmenté très fortement aussi. Donc on a une inflation officielle qui est quand même forte depuis un certain nombre d'années. Et en plus, et là on va même pas le tenir en compte, mais c'est juste pour que vous l'ayez en tête, les chiffres réels sont peut-être sous-estimés avec les statistiques officielles. Et là je vous ai mis par exemple Shadowstat, donc c'est un site aux États-Unis qui traque l'inflation, mais avec les indicateurs de 1990, parce que vous savez que l'inflation est calculée sur un panier de biens de consommation, je sais pas, 1 kg de bœuf, 1 kg de lait, 1 litre d'essence. Il y a certaines manières de calculer cette inflation. Et au fur et à mesure des années, ils ont changé les manières de calculer, changé le panier d'actifs sur lequel on la calcule. Et donc, si on prenait par exemple aux États-Unis l'inflation avec les indicateurs de 1990, vous voyez qu'on est quasiment 2% supérieur aux chiffres officiels. J'ai pas trouvé exactement le même graphique pour l'Europe, mais sachez que la manière de calculer l'inflation a aussi été modifiée, et que très certainement l'inflation réelle est au-dessus des chiffres officiels annoncés, mais même en prenant les chiffres officiels, vous allez voir où c'est qu'on va. Et maintenant, on va arriver aux conséquences pour vous et moi,
parce que ça peut paraître loin, la M1, l'augmentation du supply monétaire, l'inflation. Mais qu'est-ce que ça engendre concrètement pour nous? Tout simplement la perte du pouvoir d'achat. Vous voyez ici l'évolution de la dépense et du pouvoir d'achat des ménages. Depuis 1960, la tendance, elle est très claire, hein. En jaune, le pouvoir d'achat arbitrable, donc ce qu'on peut choisir de dépenser, qui ne fait que baisser. Bon, il y a des années ça augmente, il y a des années ça baisse, mais dans l'idée, vous aurez quand même compris que la tendance est plutôt à la baisse, donc ça veut dire qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat, notamment du fait que l'énergie, la nourriture, des choses qu'on ne peut pas forcément se passer, ça continue d'augmenter. On a en plus un mandat des banques centrales à peu près homogène de par le monde, où on a décidé que 2% d'inflation, c'était ce qu'il fallait maintenir, hein, que c'était sain pour l'économie. 2% d'inflation par an sur 20 ans, hein. Toujours pareil, on va dézoomer, pas les années actuelles, même la crise sanitaire, on va venir bien en arrière. Une inflation cumulée de 2% par an sur 20 ans, ça aboutit à une inflation totale de 48%. Bon, voilà. Si on maintient ce mandat annuel, ça veut dire que tous les 20 ans, les prix augmentent en moyenne de 50%, même si certains secteurs augmentent bien évidemment plus. Donc ça fait que rien qu'avec ce mandat, ce qui coûtait 100 € par exemple il y a 20 ans, maintenant ça coûte 150. Donc petit à petit, le pouvoir d'achat, et notamment en euros, s'érode. Ici vous avez le pouvoir d'achat d'un euro des années 2000 à 2020, et on se rend compte qu'on retrouve les 2% d'inflation à peu près. Donc lorsqu'on convertit la valeur d'un euro en 2020, les biens et services qui coûtaient 1 euro en l'an 2000 coûteraient environ 1,39 aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve 40% à peu près, 40-50%. Dans tous les cas, c'est le cas pour toutes les monnaies fiat qui, au cours du temps, tendent à valoir zéro par ce phénomène d'inflation de la masse monétaire qui amène l'inflation et ce qui dilue de manière inexorable le pouvoir d'achat de ces instruments, de ces monnaies fiat, et qui correspond aussi à une taxe cachée qu'on vous impose sur votre épargne. En plus de la TVA, en plus des retenues sur salaire, on vous taxe avec l'inflation parce que chaque année, votre argent vaut de moins en moins. L'argent d'hier vaut plus qu'aujourd'hui et l'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Et qu'est-ce qui nous attend justement demain? Donc là, on va toucher un article très brièvement qu'on a déjà vu sur la chaîne. La dominance fiscale. On sait très bien que les gouvernements de par le monde ont des dettes de plus en plus importantes par rapport à leurs revenus. Et la France ne fait pas exception, hein, plus de 110% du PIB. Où sont passés les milliards? Où voilà, il y a de l'argent qui disparaît. On creuse chaque année le trou de plus en plus. On emprunte, on s'endette pour aller financer ces dépenses qui ne cessent de croître. Et on arrive dans une situation en plus où, comme on vient de le voir, on a eu beaucoup d'inflation. Qui dit inflation à 5, 6, 7, 8%, comme ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, dit Banque centrale, mandat à 2%, il faut essayer de juguler l'inflation, donc on va monter les taux d'intérêt, sauf qu'en montant ces taux d'intérêt, on augmente le poids de la dette pour les États, parce qu'eux aussi vont se financer sur les marchés à un certain taux, et le fait que les banques centrales augmentent les taux directeurs, ça veut dire que le poids de la dette est de plus en plus important pour les États, y compris la France, et on pourrait se retrouver sur un mécanisme de dominance fiscale, dominance budgétaire, où au final, la dette est tellement importante que les États ne peuvent plus se permettre d'avoir des taux trop élevés, sous peine de faire tout simplement faillite, et donc ça serait eux qui dicteraient les politiques monétaires. C'est-à-dire que pour ne pas devoir augmenter encore plus le poids de la dette, les intérêts sur une dette qui est très importante, on aurait des taux d'intérêt bas, mais une impression monétaire pour continuer à se financer, ce qui amènerait à une inflation hors de contrôle et qu'on ne pourrait plus contrôler par des hausses de taux parce que ça ne serait plus supportable par les États. Ici, vous avez le poids de la dette dans l'économie pour la France. Donc là, poids de la dette en pourcentage du PIB, pareil, depuis 30 ans, ça ne fait qu'augmenter avec la barrière symbolique dépassée de 100% du PIB, hein, le produit intérieur brut. Donc, on dépense plus que ce qu'on gagne. Il n'y a pas assez d'entrée d'argent. Ce qui veut dire aussi, on a parlé de dominance fiscale, dominance budgétaire, où c'est les États qui décident un peu des taux directeurs et de l'impression monétaire pour ne pas faire faillite, mais qui vont aussi chercher à se financer d'une manière ou d'une autre. Et à part la dette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'impôt, donc attendez-vous, et on l'a déjà vu avec les projets, les réformes fiscales, tout ça, une augmentation des impôts, et les impôts en général, c'est sur des gens qui ont des choses à taxer, donc ceux qui ont un peu de revenus et ceux qui ont des actifs, donc vous attendez pas à des réductions d'impôts pour tout de suite en France. Donc pas très réjouissant pour la France, on est d'accord, mais ce qui est peut-être même plus inquiétant, c'est que c'est le cas partout dans le monde. Donc justement, le poids de la dette est amené à augmenter très fortement dans le futur. Donc là, c'est les prévisions de Bloomberg, le monde, les pays du G7, les USA, la Chine, seulement l'Allemagne prévoit d'avoir une dette qui diminue, le Japon, les États-Unis, la France et l'Italie. Donc au final, partout dans le monde, on a une dette des États qui n'arrête pas d'augmenter.
Et donc très probablement, on se retrouverait dans le futur avec une dominance budgétaire où ce sont les États qui décident des politiques monétaires et plus seulement les banques centrales, avec une inflation potentiellement hors de contrôle si on arrive à un moment où il va falloir imprimer de l'argent pour soutenir les dépenses de l'État et en même temps ne pas pouvoir augmenter les taux directeurs pour ne pas accroître encore plus le poids de la dette au niveau des États. Donc là, ça serait la tempête parfaite pour avoir une inflation hors de contrôle, ce qui viendrait accélérer encore plus la perte du pouvoir d'achat de nos euros. Donc on finit la première partie qui était un peu dense, je vous l'accorde, sur inflation, masse monétaire, qu'est-ce que ça peut engendrer sur notre pouvoir d'achat, mais au final, je gagne bien ma vie. Pour l'instant, bon, c'est pas si mal. Un peu chiant le lundi, mes collègues sont pas top, mais je m'en sors à peu près. Et il est maintenant temps de parler du travail, de comment la plupart d'entre nous gagnons notre vie, que ce soit à travers du salariat, que ce soit à travers d'une activité indépendante, que ce soit à travers une activité entrepreneuriale. Et là, on va passer assez rapidement. C'est issu de plein de bouquins que j'ai lus, par exemple The End of Job. Vous avez des articles sur l'IA, mais dans tous les cas, il faut bien se rendre compte qu'on est sur un marché de plus en plus concurrentiel, avec un déclin des emplois traditionnels, les emplois bien rémunérés et stables, le CDI à papa qui fait rêver les banques pour vous accorder votre premier prêt hypothécaire. Ils sont remplacés de plus en plus par des contrats temporaires, de la sous-traitance, du freelance, voire des machines, et on va parler juste après de l'IA. Et la mondialisation et l'automatisation qui vont réduire la demande de compétences standardisées. C'est bien beau le télétravail à 100%, mais bon, à compétences égales, qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde et le payer 3 fois moins? Il y a ça aussi. Et ensuite, un facteur qui est, à mon avis, pas assez évoqué, qui est la surabondance de diplômés. On en a toujours plus de diplômes universitaires, et attention, entendez-moi, c'est bien, je considère ça de manière positive que les gens soient de plus en plus éduqués, qu'ils puissent faire des études qui leur plaisent, c'est cool. Par contre, tout simplement, mathématiquement, plus il y a de diplômés, et en plus en Europe, bon, il y a un certain nombre de diplômés, mais dans d'autres pays, notamment tout ce qui va être Asie, il y a de plus en plus d'ingénieurs avec des diplômes très corrects aussi en termes de compétences. Et du coup, mathématiquement, ça réduit votre avantage concurrentiel. Là où peut-être il y a 30 ans, 40 ans, avoir un diplôme d'ingénieur ou même docteur, c'était quelque chose d'exceptionnel qui vous assurait les portes dorées du marché de l'emploi et un emploi stable à vie. Il y a de plus en plus de personnes, des personnes qui sont prêtes à travailler pour moins que vous. Et donc de plus en plus, avoir des diplômes, et même des diplômes prestigieux, ça ne vous met pas à l'abri et ça ne vous garantit pas d'avoir quelque chose de sûr, un poste sûr, des revenus sûrs, et ça sur le long terme. Et donc il y a de moins en moins d'intérêt à investir dans des diplômes, parce qu'on parle bien d'un investissement. Quel est le retour sur investissement? Je dépense de l'argent pour faire mes études, du temps, 3, 4, 5 ans pour obtenir un diplôme qui vaut de moins en moins. Donc le retour sur investissement des diplômes, plus ça avance, mathématiquement, moins il est important, même si ça reste encore quand même quelque chose qui donne accès à certains postes. Dans l'idée, plus on avance dans le temps, plus il y en a, moins il y a d'avantages compétitifs, et donc on se retrouve avec des gens surdiplômés qui ont besoin de manger et qui prennent des postes qui ne correspondent pas à leur niveau et qui tombent un peu de haut par rapport à ce qu'on leur avait promis dans leurs écoles. Donc la situation n'est pas franchement au beau fixe, et en plus, les choses vont bouger énormément dans les années à venir avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est en train de bouger maintenant. Vous avez très certainement vu passer ces entreprises qui ont remplacé leurs salariés par des IA, les traducteurs qui ont perdu 80% de leur clientèle en quelques mois avec ChatGPT. Il y a des études de Goldman Sachs qui montrent que jusqu'à 300 millions d'emplois à temps plein pourraient être automatisés à travers le monde. Et plus ça va avancer, plus on va toucher toutes les catégories de secteurs, pas seulement les traducteurs, mais même des travails plutôt intellectuels. Le même Goldman Sachs, il me semble, il pouvait faire des travails en quelques minutes d'IPO, enfin de lancement de produits, où auparavant ça prenait 6 personnes à temps complet pendant plusieurs semaines, en quelques minutes c'est fait. Donc même les cols blancs, même les ingénieurs, on n'est pas à l'abri. Et dans les économies avancées, environ 60% des emplois sont susceptibles d'être affectés par l'IA. Dans les secteurs les plus menacés, on va avoir les professions administratives et juridiques, jusqu'à 50% de réduction, et les métiers impliquant des tâches répétitives, basées sur des calculs, tout ce qui va être comptable, télévendeur, traducteur, sont particulièrement vulnérables à l'automatisation par l'IA. Bien évidemment, il y aura la destruction créative de Schumpeter, des nouveaux emplois qui vont émerger, qui n'existent pas encore, mais dans l'idée, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont se retrouver sur le carreau avec ces évolutions. C'est pas quelque chose qui est évoqué très souvent non plus, ça peut faire peur, mais il faut s'y préparer parce que ça avance et ça avance très vite. Et enfin, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, la retraite. Quand j'y serai, qu'est-ce que je ferai bien, qu'est-ce que je ferai tranquille? Et on va parler notamment du système en France. Quelles sont les évolutions, quelles sont les prévisions, toujours dans l'optique de se préparer au futur, de voir ce qui pourrait arriver et où on se situe par rapport à tout ça. Et on va commencer avec l'évolution de la pyramide des âges en France, donc données provisoires 2024 INSEE en France. Déjà, pyramide, ça ressemble pas vraiment à une pyramide. On se rend compte qu'il y a
énormément de personnes ici, donc entre 75 et 50 ans, donc des personnes qui vont aussi être à la retraite très prochainement. Et on se rend compte qu'ici, en dessous de 50 ans, il y a quand même un trou, un gap, hein. Et ça, c'est quand même la population active. Donc qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de la retraite? Et attention, hein, pas de politique, on parle juste de données factuelles, hein, c'est juste la population, et on va voir des calculs de, il va y avoir tant de gens à la retraite, tant de gens potentiellement qui peuvent travailler, qu'est-ce que ça peut donner, juste mathématiquement. Aussi en termes de prévision, on dit, bon, mais la retraite, il me reste, moi j'ai 30 ans par exemple, actuellement, mais si je veux ma retraite à taux plein, 65 ans, oui, sauf que si je regarde les évolutions du système de retraite sur les 35 dernières années, ce qui me reste à travailler au final de 30 à 35, qu'est-ce qui s'est passé? Synthèse des augmentations cumulées de 89 à 2023. Au final, âge minimum de départ, on a pris plus 4 ans, âge à taux plein, plus 2 ans, et la durée de cotisation a augmenté de 5,5 ans en 30 ans. Et vous allez voir qu'avec les données que je vais présenter juste après, ils seraient en mesure d'attendre encore des augmentations dans les années à venir. Et voilà, pourquoi pas aller jusqu'à 67, 70 ans comme certains de nos voisins européens. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas totalement déconnant non plus. Donc à partir des sources et des projections de l'INSEE, j'ai demandé à notre ami ChatGPT de nous faire des prévisions à l'horizon 2070. Donc population totale projetée, donc une augmentation. Si on regarde les personnes en âge de travailler, actuellement on est à 54% de la population totale. Donc déjà, actuellement, on est à peu près la moitié de la population qui est en âge de travailler. Donc l'autre moitié, soit parce qu'il est à l'école en train d'apprendre, soit parce qu'il est déjà en retraite mais ne travaille pas. Et dans le futur, on va encore diminuer cette pourcentage de la population totale qui va pouvoir travailler. Et les retraités vont augmenter de manière significative, donc de 20% de la population totale, on va passer à 30% de la population totale. Ce qui veut dire que le ratio actif sur retraité, actuellement, il est de 2,7 personnes en âge de travailler pour chaque personne de 65 ans et plus. Et plus ça va avancer, et plus on va aller sur un ratio qui va baisser. Et donc en 2070, avec les prévisions officielles de l'INSEE sur la population en France, ce ratio diminuerait actuellement à 1,6, donc 1,6 actifs pour chaque retraité. Et donc forcément, la pression sur le système des retraites va encore augmenter, et très certainement, il y aura des réformes. Je ne sais pas lesquelles. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire de la politique, c'est juste de constater l'évolution jusqu'à présent, la pyramide des âges, donc c'est des personnes qui sont nées, qui existent en France, les prévisions pour constater que plus on va avancer, moins il y aura de personnes pour payer les retraites, parce qu'on nous dit ça cotise. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, c'est plutôt ceux qui travaillent actuellement payent les retraites de ceux qui sont actuellement à la retraite. Et plus ça va avancer, moins il y aura de personnes pour payer ces retraites. Alors qu'est-ce qui se passera dans le futur? Est-ce que ça sera toujours un droit garanti? J'ai pas forcément la réponse, mais je vous laisserai tirer vos propres conclusions. Et est-ce que le problème va s'arranger? On a tous vu passer des articles dernièrement, la baisse de la natalité. Pour expliquer cela, chacun y va de son petit grain de sel. Est-ce que c'est le pouvoir d'achat, le coût du logement qui ne cesse d'augmenter aussi, les perspectives professionnelles, le fait que les jeunes n'aient plus envie d'avoir des enfants parce qu'ils font que des loisirs, qu'ils n'ont pas envie de travailler, les préoccupations liées au changement climatique, aux tensions géopolitiques, on ne sait pas ce qui peut se passer, beaucoup d'incertitudes. De tout ça, je vous propose qu'on s'en foute, on regarde les faits, il y a de moins en moins de naissances. L'année 2024 confirme encore cette tendance. Les gens, pour une raison ou une autre, ont moins d'enfants, et donc la pyramide des âges et tout notre système de retraite et aussi de protection sociale va être mis à rude épreuve dans les années à venir, et donc il n'y a pas de doute par rapport à tout ça. Et franchement, la seule conclusion que je peux tirer par rapport à tout ça, c'est que les actifs et les gens qui ont des actifs vont devoir supporter une part toujours plus croissante de la population. Couplé à cela, la dette de l'État, le besoin de se financer de plus en plus important, un poids de la dette le plus important, donc il va y avoir de plus en plus de pression sur les actifs et ceux qui possèdent des actifs. Et en résumé, les principales données qu'on a vues, elles se résument à deux chartes. Donc sur 30 ans, soit ça augmente petit à petit, soit ça diminue petit à petit. Qu'est-ce qui augmente? L'impression monétaire, l'inflation, le poids de la dette, l'âge de départ à la retraite. Ça n'a pas arrêté d'augmenter depuis les 30 dernières années. Qu'est-ce qui diminue de manière constante? Le pouvoir d'achat, la valeur des diplômes et la natalité. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu, vous pouvez vous faire une idée de ce qui nous attend, notamment en termes d'inflation. À mon avis, on ne va pas vers du mieux au niveau argent, monétaire. Il va falloir s'intéresser, et là, encore une fois, hors série, donc on ne va pas parler que de crypto, mais ça en fait partie aussi. Donc moi, je considère qu'il va falloir se protéger, se blinder par rapport à tout ça. Avoir une ou plusieurs sources de revenus qui ne sont pas impactées directement par l'IA, ça va pouvoir être intéressant. Et couplé à cela, pourquoi pas, de l'investissement dans des actifs qui sont plutôt résistants à l'inflation. Pas obligé de faire que de la crypto, hein, bien évidemment. Moi, c'est ce qu'on voit sur cette chaîne, mais vous avez de l'immobilier, vous avez les actions, donc dans tous les cas, je pense que c'est de plus en plus intéressant et de plus en plus de monde s'intéresse à l'investissement, à l'inflation, à comment lutter contre tout ça.
Et si quand même vous vous intéressez à la crypto, je vous laisse en description mon programme de formation où on voit ça sur le long terme. Encore une fois, on dézoome, on comprend comment être là sur le long terme sur le marché. Et si vous souhaitez être accompagné pour voir tout ça en détail, vous pouvez réserver un appel gratuitement avec moi et on voit ce qu'on peut faire pour vous. En attendant, j'espère vraiment que toutes ces prévisions, il va y avoir du mieux, mais je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être le cas. Vous me direz en commentaire quelles sont vos prévisions par rapport à tout ça. Donc dans tous les cas, comme on dit, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. On se retrouve très bientôt pour une vidéo full crypto cette fois-ci. À très bientôt et au boulot. Salut à tous.